Comment capturer une cible de grande valeur sous le regard du monde entier en orchestrant une opération de désinformation magistrale? La CIA a préparé le terrain avec un simple bâtiment servant d'appât et a déployé 150 avions pour créer un écran de fumée assourdissant permettant aux hélicoptères de larguer des forces spéciales. Des F-35 ont illuminé le périmètre, transformant la nuit en jour. Lorsque la poussière est retombée, les hélicoptères avaient déjà atterri et Maduro avait disparu. Nous verrons également comment les États-Unis utilisent les F-35 de leur marine pour lancer une attaque de grande envergure dans la vidéo ci-dessous. Au cœur d'une nuit glaciale, les lumières se sont éteintes à Caracas. À 5 heures du matin, le président vénézuélien avait disparu. Mais comme les États-Unis ont joué un jeu de désinformation, pendant que le monde entier avait les yeux rivés sur les porte-avions dans les Caraïbes, une guerre secrète se déroulait sur le terrain. Il ne s'agissait pas d'une invasion, mais d'une extraction chirurgicale. Nous disposons enfin de la chronologie déclassifiée, de la manière dont les forces américaines ont pénétré au cœur de Caracas et exfiltré Nicolás Maduro. Commençons par la première étape. La préparation. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Pendant des mois, les États-Unis ont renforcé le blocus naval autour du Venezuela. Le groupe aéronaval américain R4 et le groupe amphibie USAIMA étaient stationnés au large des côtes. Le prétexte était clair. Les États-Unis désignaient le gouvernement vénézuélien comme un État narco-terroriste, ciblant spécifiquement les barons de la drogue. Mais pendant que la marine serrait les côtes, les services de renseignement suivaient un homme. Ils attendaient une fenêtre de tir précise, un moment où Maduro serait immobile et vulnérable. Deuxième étape, la frappe. Elle a commencé à 2 heures du matin, heure vénézuélienne. Plusieurs chasseurs F-35 Stealth ont percé les lignes ennemies, déstabilisant leur défense antiaérienne. Des missiles russes IS-300 étaient déployés tout autour de cette cible stratégique de grande valeur. Le ciel étant dégagé, les hélicoptères de la Delta Force ont pu foncer droit sur la mission. C'est alors que la ruse a commencé. Les avions de chasse ont ouvert le feu, lançant de nouvelles frappes. L'attaque a frappé Fortuna, la principale base militaire et centre de commandement, ainsi que la base aérienne Lo Carlova, déstabilisant le soutien aérien vénézuélien. Des rapports à McGround décrivent des explosions généralisées et une coupure soudaine des communications. Le chaos n'était pas l'objectif, mais la couverture. Comment le raid s'est-il déroulé? Examinons la troisième étape. Sous le couvert de l'obscurité et du chaos, les opérateurs de première ligne sont entrés en action. Mais quelle unité était précisément impliquée dans la mission? Il s'agissait de la Delta Force, l'une des unités d'élite des forces spéciales américaines les plus secrètes. Des témoins à Caracas ont signalé des avions volant à basse altitude, rasant les toits, bien en dessous de la couverture radar. L'équipe a pénétré dans un complexe sécurisé, vraisemblablement une maison sûre, au sein de l'immense Fortuna. La résistance de la garde présidentielle vénézuélienne a été rapide mais finalement inefficace, les hélicoptères assurant la couverture. Les opérateurs ont effectué des atterrissages chirurgicaux en plusieurs points. Mais comment exactement ont-ils capturé et l'action s'est-elle déroulée? Pour cela, examinons la quatrième étape. Des hélicoptères spécialisés ont survolé l'objectif pour y déposer l'équipe d'assaut. Pendant que des dizaines d'hélicoptères d'attaque pilonnaient le terrain, les forces spéciales Delta ont débarqué et ont commencé la recherche des cibles prioritaires. Comment l'ont-ils trouvé? C'est simple. La CIA avait infiltré un espion dans l'entourage de Nicolás Maduro. Aux États-Unis, Delta Forest avait construit une réplique exacte de sa planque, répétant l'opération jusqu'à la maîtriser parfaitement. Les opérateurs ont pénétré dans la pièce si rapidement que la sécurité n'a même pas eu le temps de réagir, désorientés par le bruit des grenades assourdissantes. À l'aide d'un chalumeau, ils l'ont capturé avant même qu'il puisse verrouiller les portes. Maduro, sous le choc, a été paralysé lorsque les forces Delta ont atteint le complexe. Les appartements de Nicolás Maduro et de sa femme ont été sécurisés. Il n'y a pas eu de négociation. Ils ont été arrêtés et immédiatement transférés au point d'extraction. Ces appareils sont capables d'effectuer des extractions urbaines et de se ravitailler en vol. En quelques minutes, ils ont décollé, quittant l'espace aérien vénézuélien pour rejoindre une base flottante sécurisée dans les Caraïbes. L'opération Southern Spear a bouleversé la carte géopolitique de l'Amérique du Sud du jour au lendemain. Mais avant même les évacuations, des rapports ont fait état de F-35 en première ligne de l'attaque. Nous allons examiner pourquoi les États-Unis ont utilisé des F-35 plutôt que des F-16 pour des opérations au Venezuela. Ce pays, bien organisé et militarisé, dispose d'un dispositif russe avancé. Système de missiles S-300, réseau radar chinois, défense aérienne russe intégrée et drones Shahed déployés le long de ses frontières. Cet environnement hostile et complexe aurait été extrêmement difficile à gérer pour des S-16 plus anciens. Environ 150 avions et 8 destroyers américains étaient stationnés sur place. Le Venezuela comptait également 3 porte-avions amphibies et des avions de surveillance, constituant ainsi un puissant centre de commandement et de contrôle capable de surpasser les forces aériennes modernes.
Cela témoigne d'une volonté de contrer l'ensemble du réseau de défense aérienne vénézuélien, si nécessaire. Cependant, l'armée de l'air vénézuélienne n'a pas réussi à intercepter les avions ennemis en 2025. La flotte de chasseurs du Venezuela se compose d'environ 21 chasseurs multirôles Su-30 livrés par la Russie entre 2006 et 2008, qui constituent aujourd'hui l'épine dorsale de sa puissance aérienne de combat. Le pays dispose également d'environ 5 F-16 Fighting Falcon opérationnels, un lot plus ancien, dont 3 CS-16 de CS-16DS. CS-16 vieillissent et souffrent des apostrophes. Un entretien et d'un soutien technique limité en raison des sanctions américaines, malgré des améliorations israéliennes. Le Venezuela a acquis ces F-16 auprès des États-Unis, dans le cadre de l'accord de vente d'armes à l'étranger, appelé Delta de la paix, en mai 1982, durant une période de bonnes relations diplomatiques et militaires. Les États-Unis furent le premier pays d'Amérique latine à recevoir le S-16, les livraisons s'étant échelonnées de 1983 à 1985. Si les États-Unis n'utilisent pas le S-16 dans leurs opérations actuelles, c'est parce que ces avions manquent de furtivité, les empêchant d'échapper aux S-300 et aux autres systèmes de défense intégrés. Les systèmes S-300V, ou anti-250, plus avancés et appuyés par d'importants réseaux radars chinois et russes, peuvent facilement détecter et cibler les aéronefs plus anciens à longue portée. Déployer des S-16 dans un tel environnement entraînerait des pertes considérables, car ils sont vulnérables à la détection radar et aux missiles. Sans oublier le système de défense aérienne russe Buk, capable de neutraliser un S-16 sans difficulté. Ces systèmes sont peu coûteux. Nos systèmes à 15 ou 24 $ sont déjà opérationnels et mobiles sur l'ensemble du territoire. De plus, les S-16 sont moins efficaces dans un espace aérien contesté et saturé de drones, notamment les drones Shahid iraniens utilisés par le Venezuela pour la reconnaissance et les frappes chimiques. Le F-35 offre cependant des avantages cruciaux. Sa conception furtive lui permet de voler sans être détecté ou avec un risque bien moindre, ce qui le rend efficace contre les missiles solaires de pointe et les systèmes radars en réseau. Ses capacités de fusion de capteurs, de guerre électronique et de liaison de données lui permettent de neutraliser et de cibler simultanément les positions de défense aérienne fixes en s'adaptant rapidement aux configurations radars russes et chinoises. Pendant que les avions neutralisaient les défenses antiaériennes, le Venezuela et l'armée dans son ensemble ont été touchés. Cela a permis à la CIA et aux forces spéciales de progresser vers leurs cibles. La présence massive de systèmes de défense aérienne et de drones russes, chinois, iraniens et indigènes à la frontière vénézuélienne signifie que les avions de chasse furtifs de la première vague d'attaque assurent à la fois la capacité de survie et la puissance de frappe nécessaire à de telles opérations. Mais comment tourne-t-il dans le sens horaire? Eh bien, la distance entre Porto Rico et le Venezuela est d'environ 1300 km, soit environ 810 miles. Ce qui correspond à environ 1,5 heures de vol, pour un F-35 volant à des vitesses subsoniques élevées. Ces avions de combat, dont le rayon d'action est d'environ 1240 km, peuvent atteindre la majeure partie du Venezuela depuis Porto Rico grâce à une gestion rigoureuse du carburant et à un temps de vol stationnaire limité. Pour prolonger la durée d'émission et pénétrer plus profondément à l'intérieur des terres, des avions ravitailleurs en vol, déployés stratégiquement dans les Caraïbes, soutiennent ces opérations. En cas d'urgence nécessitant des frappes en quelques minutes, les navires d'assaut amphibies américains équipés de F-35B peuvent lancer rapidement les appareils. Depuis ces navires positionnés dans les Caraïbes, les F-35B peuvent atteindre des cibles vénézuéliennes en 10 à 15 minutes environ, selon leur vitesse et leur itinéraire. Les cibles comprennent généralement des réseaux de narcotrafiquants, des installations de défense aérienne, des centres de commandement et des bases de drones, offrant ainsi une grande flexibilité en matière de frappe maritime contre les infrastructures militaires et criminelles vénézuéliennes. En résumé, le déploiement de F-35 par les États-Unis près du Venezuela redéfinit les capacités militaires dans la région. Il combine furtivité, capteurs avancés, guerre électronique et opérations en réseau pour neutraliser les défenses aériennes sophistiquées et maintenir une supériorité aérienne constante, ainsi qu'une capacité de frappe rapide face à l'éventail croissant de cibles au Venezuela. Cela reflète une stratégie qui va au-delà de la lutte contre le trafic de stupéfiants, visant à dissuader et, si nécessaire, à contrer de manière décisive la menace militaire vénézuélienne. Nous avons également analysé en profondeur les composantes maritimes, aériennes et terrestres du trio nucléaire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo.